Bonjour et bienvenue pour cette conférence. Tout d'abord, un grand merci à Dominique Hochet d'avoir accepté notre invitation à l'association Histoire et Mystère de l'Aude. On est ravis de recevoir pour ce thème la dimension initiatique des épreuves d'Héraclès, avec évidemment le parcours dans les Pyrénées. Et Dominique, qui est conférencier, auteur et formateur, et qui a une grande expérience dans la souffrance existentielle. Donc, ce sont vraiment des clés initiatiques aussi de développement personnel, avec tout un aspect qui est vraiment moins connu du grand public sur RQ. Et tout à l'heure, je vous retrouve pour la pause crêpe. Et voilà, je vous dirai, je te dirai quand sera exactement la pause, à peu près. Disons à peu près 1 heure et un peu passé de conférence, on fera une pause et ensuite on finira un débat traditionnel. Merci de votre présence et à tout à l'heure. Merci Émilie. Alors voilà, je tiens comme ça, c'est bon, hein, voilà. Ok. Donc merci à tout le monde d'être présent. Je vais me présenter un peu plus complètement par rapport au parcours qui est en lien avec le thème développé sur la conférence et surtout par rapport à mon approche. Donc effectivement, j'ai exercé pendant plus de 40 ans dans le domaine de la psychologie, de la santé mentale. Donc j'ai été infirmier psy et puis ensuite je me suis reconverti dans le domaine de l'accompagnement psychocorporel et dans une approche transpersonnelle. Et à travers des approches corporelles qui étaient basées sur des pratiques énergétiques et aussi du toucher, et beaucoup avec l'aïkido, et l'aïkido qui n'avait rien à voir avec l'aïkido qu'on trouve en fédération. On va dire l'aïkido originel de maître Usheiba, qui était dans la relation directe avec la nature. Donc à la fois un enseignement de formation et un enseignement initiatique qui a duré une dizaine d'années. Et suite, à la fois pendant cet enseignement initiatique, il y avait à la fois de la formation, de la démarche personnelle, donc on dirait thérapie, et aussi entrer en relation, en soins, aider des personnes en milieu institutionnel. Avec l'essentiel de mon expérience était avec des personnes psychotiques, autistes, et ce qu'on appelle les adolescents qu'on appelle en situation de rupture. Donc avec des situations psychologiques très lourdes, c'est ce qui était dit dans le milieu. Et moi, je me disais plutôt profonde et authentique parce que ça permettait d'être dans d'autres types de relations. Et comme dans la formation, on a beaucoup étudié toutes les beaucoup de mythologies. Donc la mythologie grecque, c'est celle qui est la plus accessible pour nous. La mythologie égyptienne, on va dire, qui fait partie d'une des racines de la mythologie grecque. Et puis la mythologie japonaise à travers le Kojiki, la mythologie amérindienne et la mythologie celte. Et pour moi, dans toute cette période-là, qui a été une période de recherche très intense, mais aussi très féconde, ça m'a permis, et c'était le but de l'enseignement initiatique, de repérer tous les éléments communs qu'il y avait dans les civilisations, comment toutes les mythologies racontaient la même histoire sous des formes culturelles différentes. Et ça, c'était intéressant parce que ça permettait à la fois de relever des éléments communs à la nature humaine et aussi de distinguer des particularités qui pouvaient être utiles dans l'accompagnement de la personne. Donc ensuite, je me suis installé en activité libérale
Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à rentrer un petit peu avant, à rentrer dans le domaine de la formation. Je forme des professionnels de santé, notamment sur l'approche thérapeutique des contes. Donc tout ce que j'étudie sur les mythes, je le décline sur les contes, qui sont plus accessibles par rapport à des usages d'accompagnement. Et puis l'écriture. Donc l'écriture, j'ai commencé par un grand thème mythologique qui est le labyrinthe, enfin qui est aussi une histoire personnelle. Enfin pour un développement personnel, de faire ce lien entre le mythe et aussi moi, enfin mon histoire, mon inconscient, et comment ça permettait d'aller à la fois dans la profondeur et dans les ouvertures. Et ce qui fait que ça m'a beaucoup aidé, et c'est essentiel, de commencer par l'ouvrage en soi pour pouvoir aider et accompagner les autres. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs le labyrinthe était mon thème de fin de formation. Bon, je dis pas thèse parce que c'était pas une formation universitaire, et puis elle était franchement et voulue décalée de façon à être libre dans les explorations. Mais ça revenait à ça. Et ensuite, ça a été un déclencheur, on va dire, dans l'écriture, parce que là, j'en suis au 22e. C'est un beau nombre pour cette année. Il sortira en 2022, donc c'est encore mieux aligné, voilà, qui sera toujours sur le thème de la mythologie. Ce qui m'intéresse à la fois dans l'écriture, dans le partage et dans le témoignage à travers des journées comme ici, c'est de faire le lien entre les éléments universels et nous, et notre âme humaine, et comment les mythes, ce sont des histoires qui ont du sens et qui ont des sens, et comment ces histoires qui ont des millénaires sont toujours en écho avec l'âme humaine, et je dirais contemporaine, et à travers les événements qu'on vit en ce moment, enfin qui sont déclenchés il y a 1 an et demi, mais qui sont en route depuis quelques décennies. Ça permet de se rendre compte qu'il y a des échos à travers des récits de mythes qui sont bien souvent métaphoriques. Et c'est aussi une occasion d'avoir des repères assez pertinents sur ce qui se passe en ce moment, à la fois pour nous, ça peut être individuellement et collectivement. Donc à partir de la mythologie, pour les personnes qui sont sensibles à la psychologie, je suis dans une approche jungienne, donc Carl Gustav Jung, au début du XXe siècle, qui a ouvert beaucoup de champs dans la psychologie, et notamment 3 éléments importants qui sont en écho avec cet après-midi à partager ensemble, où c'est lui qui a évoqué le mot de synchronicité, c'est-à-dire le contact subtil entre notre âme et un événement qui vient de l'extérieur, et comment ce contact a un sens, et comment ce sens peut nous permettre de voir la réalité autrement, voire de la transcender, ou alors d'avoir un contact qui aille de la réalité au réel. C'est-à-dire on va dire que la réalité, c'est un aspect qu'on peut capter, et le réel, c'est une autre dimension plus profonde. Un autre aspect qu'a développé Jung et qui est complètement en phase avec la mythologie, c'est la notion d'inconscient collectif. C'est-à-dire que en nous, au niveau psychologique, mais même au niveau global, en fait, nous sommes un tas, si on peut dire, ou un réseau d'informations, ou un réseau d'informations. Et tout ce qui se passe au niveau collectif est en résonance avec une dimension qui est présente en nous, que Jung a appelé l'inconscient collectif, c'est-à-dire quelque chose qu'on sait et qu'on a oublié, voilà, et qui est quand même toujours hyperactif. Donc juste pour donner un exemple à rebondir, ce qu'on vit depuis 1 an et demi, notamment ce qui s'est passé au mois d'avril l'an dernier, quand ça a été dit qu'on était en état de guerre, eh bien, les personnes sont allées acheter de la nourriture, même du PQ. Donc on voit l'échelle des valeurs qu'il y a voilà. Mais dans l'inconscient collectif, la nature humaine, quand il y a eu guerre, la première des réactions, c'était de faire des réserves.
Et ça, qu'on ait connu la guerre ou pas, hein, enfin, nos parents, nos grands-parents, enfin, voilà, ils ont eu ce comportement. Et nous, enfin, pour la plupart d'entre nous, sur le territoire métropolitain, on n'a pas connu la guerre. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce comportement-là. Bon, alors, je pourrais donner l'exemple du 11 septembre, voilà, enfin, ou d'autres exemples qui donneraient un écho par rapport à cette notion d'inconscient collectif. Je vais recentrer l'inconscient collectif dans le sens que les mythes, comme les légendes et les contes, sont des données d'information, des banques d'informations qui sont en résonance directe avec notre âme et que ça nous influence, et de même que la démarche qu'on va faire avec notre âme peut influencer aussi ce qui se passe à l'extérieur de nous en termes d'information. Lorsque certains vont parler sur la pensée, hein, le travail de la pensée sur la matière ou des choses comme ça, donc ça revient, dit autrement, mais ça revient à des notions comme ça. Et le troisième élément important de Jung, c'est la notion d'archétype. Les archétypes, ce sont des forces psychiques profondes et qui sont en mouvement et en relation avec tout système vivant. Donc il y a des archétypes, par exemple, assez faciles à distinguer dans la nature. C'est-à-dire que tout germe, tout naît, tout croît, tout décline, tout meurt, comme nous. Et dans les autres notions d'archétypes, je n'irai pas plus loin que ça, mais c'est juste pour donner cette notion-là. Là, parce que je le dis volontairement, parce qu'avec l'histoire d'Héraclès Hercule, il y a des archétypes qui sont présents, c'est la relation avec les 4 éléments. Enfin, je devrais dire avec les 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'aéther, dans notre tradition occidentale. Et avec ces éléments-là, on verra à travers les 12 épreuves initiatiques d'Héraclès qu'elles sont en relation avec les 4 éléments cardinaux, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, et que ça permet de faire des liens avec les 12 signes du zodiaque. Donc à partir de ce moment-là, il y a une résonance RE qui est potentiellement profonde, et qu'on en ait conscience ou non, qui nous bouge au niveau des informations intérieurement. Enfin, si on accepte que les informations entrent et qu'on en fasse quelque chose. On a toujours notre libre arbitre à cet endroit-là. Et donc, toute cette démarche-là m'a amené au départ de la psychologie à des approches de la spiritualité. C'était ma porte d'entrée, si on peut dire ça comme ça. Il y a plein de portes d'entrée dans la spiritualité. Quand j'évoque le mot spiritualité, c'est hors dogme religieux. Hein, on est dans une autre démarche, bien entendu. Et de la spiritualité, les archétypes nous amènent souvent à cet endroit-là. Ça m'a amené à la notion de contact et de rencontre avec des mondes invisibles, ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui pour moi fait partie de ma trajectoire, donc de ce que j'appelle, et certains appelaient les intelligences non humaines, voilà, et à travers lesquelles, dans la mythologie, il y a beaucoup de présence de dieux et de héros, et qui sont aussi des manifestations de mondes invisibles, enfin, qui peuvent être aussi interprétés comme ça et vus comme ça, des manifestations de mondes invisibles, et qui agissent sur nous, nous influencent, voire même nous créent. Donc, vous avez eu des intervenants les autres années qui ont parlé de ça, hein, l'homme créé par des dieux. Voilà, donc ce qui fait que les hommes, enfin les humains, les adamiques, hein, ceux qui sont là hein, depuis quelques millénaires, ont appelé des dieux. Donc on fait partie de ces espèces de co-création. Donc ça ramène l'homme, je dirais, la nature humaine à sa plus juste dimension. Et ce qui fait que, pour terminer ce préambule, je dirais que je suis parti ma porte d'entrée avec les mythes dans la spiritualité. J'ai longtemps dit que les mythes nous racontaient, à leur manière, le côté universel de l'âme humaine. C'était une banque de données inépuisable. Et maintenant, je rajouterais que les mythes nous racontent aussi une histoire codée de l'humanité,
que ce soit, ça peut remonter à l'histoire codée, c'est-à-dire avec des métaphores et avec des symboles, qui sont surtout pas à prendre au premier degré, parce qu'autrement c'est limité, on n'y croit pas, c'est trop fantastique, mais qui vont de la création de l'univers à la création de l'homme et à l'évolution de l'homme. Donc dans un premier temps, j'ai commencé par l'évolution de l'homme, c'était à la fois mon métier, puis c'était aussi ce que j'avais à faire sur moi, enfin ou en moi, voilà, de façon à pouvoir aborder d'autres sujets. Et avant d'aller sur l'histoire d'Héraclès, quelques éléments qui vont être évoqués et partagés avec vous, sur lesquels enfin, pour moi c'est juste de les poser. C'est-à-dire que dans les mythologies, comme dans l'approche de la spiritualité, il y a des lois fondamentales. Et les lois fondamentales vont se traduire parce qu'elles vont être mises en image à travers des personnages ou des situations dans les mythes. Et à quelques moments, là, dans l'après-midi, pof, je ferai un petit focus, mais bon, je ne vais pas passer mon temps à faire des focus, parce qu'autrement, je ne ferai que des focus. Hein, mais de façon à ouvrir quelques angles. La première, ce n'est pas dans l'ordre chronologique ni d'importance. Hein. La première, c'est la loi de la polarité. C'est-à-dire que tout ce qui existe a un double. Donc parfois, la première des polarités qu'on connaît ou qu'on peut reconnaître, une des premières, ça va être le masculin et le féminin. Donc ce que Jung appelait l'anima et l'animus, c'est-à-dire le féminin dans le masculin, on va dire, chez l'homme, et le masculin dans le féminin chez la femme. Bon, ça, maintenant, on peut l'aborder assez tranquillement. Voilà. C'est assez reconnu, c'est plus un blasphème. Mais la polarité, ça peut aller plus loin, ça peut être aussi les histoires de miroirs. Donc ce qu'on va voir chez l'autre va avoir un écho en nous. Alors chez l'autre, ça peut être quelqu'un qu'on connaît, bien ou pas bien d'ailleurs, enfin, voilà. Mais ça peut être aussi une situation, mais ça peut être aussi avec des forces subtiles. Donc ça va répondre à ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est-à-dire ce qu'on a en nous, et bien on va l'attirer. Ou alors on va pouvoir, quand on est prêt à voir quelque chose, c'est à ce moment-là où on va pouvoir le distinguer, c'est-à-dire en prendre conscience. Alors que ça pouvait être autour de nous ou devant nous depuis un bout de temps, mais on ne le distingue pas. Et un aspect dans la polarité qui va être développé dans le parcours d'Héraclès-Hercule, c'est tout ce qui est le double et la gémellité. Dans les mythes, il y a beaucoup d'histoires de jumeaux. Et bien souvent dans les mythes, il y a un jumeau qui meurt. Voilà. Donc il y a un aspect qui doit mourir pour qu'un autre se revive, voire se transcende. Et déjà Héraclès, dès sa naissance, il a un jumeau. Donc ça pose déjà le cadre. Hein. Donc on n'est pas un moi, un ego, enfin voilà, une chose comme ça. On est très souvent dans cet aspect double. Et puis, moi, c'est quelque chose que j'ai vérifié. Ça ne reste qu'une vérification empirique. Et quand j'ai accompagné des personnes, bon, je ne le fais plus maintenant, hein, mais quand j'ai accompagné des personnes, donc c'était souvent avec des grandes souffrances psychiques, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont mal, qui sont souvent classifiées comme dépressifs, et des personnes qui, à l'origine, étaient deux dans le ventre, et il y en a un des deux qui a disparu ou qui s'est sacrifié, enfin voilà, ou qui est mort. Et ce qui fait que la personne qui reste, très souvent, elle se trimballe entre guillemets dans la vie avec quelqu'un qui est un manque, qui est indicible, indescriptible. Et parfois, il faut des investigations avec des pratiques corporelles ou psychocorporelles ou autres pour prendre conscience que ce manque, cette absence, finalement, c'est elle qui a permis de construire toute une vie, enfin, où la vie s'est construite tout autour. Donc, dans la polarité, ça peut aller jusque-là. Le deuxième aspect, c'est la loi du rythme, c'est-à-dire que dans les mythes, rien n'est droit. On le disait tout à l'heure, quand on est arrivé, dans la mythologie, il n'y a pas de ligne droite. Donc, il n'y a que des courbes. Et pour être plus précis, il n'y a que des cycles. Donc, sauf que les cycles dans la mythologie, ils sont comme ça.
Ça fait une boucle qui repart. Sinon, si c'est un cycle qui tourne sur lui-même, on appelle ça une révolution. Donc on fait la Révolution française, donc on coupe la tête à un roi, on n'a pas compris collectivement, et donc on va en créer d'autres. Alors il y en a qui ont la posture, enfin qu'on les... J'allais dire un gros mot, mais bon, c'est filmé, je ne vais pas le dire. Enfin voilà, qui ont... Et puis il y en a d'autres, pas du tout. Voilà, donc, mais dans l'inconscient collectif, les pays étrangers disent bien souvent que les Français, ils vivent dans une république monarchique, enfin, ou une monarchie républicaine. Enfin, voilà, on est dans cette notion-là parce que quelque part au niveau collectif, on a tendance à être quand même dans la révolution. Donc ça fonctionne par cycle. Et même dans la mythologie, on connaît l'âge d'or, enfin voilà, tout ça, on est dans plein d'expressions. Tout comme dans notre vie, on a des cycles. Quand quelqu'un dit j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies dans ma vie, c'est une manière inconsciente, bien souvent, de traduire ça. La troisième, qui est plus connue, c'est la loi de causalité, donc la relation de cause à effet. Donc tout est fait, tout ce qu'on vit, tout est fait E2FET. Enfin, voilà, a une cause et tout effet lui-même génère une autre cause, donc on est dans ce mouvement permanent. Donc on peut le ramener à la loi du karma. Beaucoup de personnes le ramènent sur cette expression-là. La quatrième, c'est la loi des correspondances. Donc là, on se rapproche de la symbolique et à travers le langage du mythe, on est en plein dedans. C'est-à-dire que le mythe ne dit jamais les choses telles qu'elles doivent être vues, donc ça fonctionne toujours par métaphore, par symbole. Voilà, et bien souvent par masque, hein, de façon à permettre notre inconscient, enfin, voilà, ou notre âme, ou notre être intérieur, de faire son chemin pour discuter, enfin pour discerner, pardon, cette réalité qui est à l'intérieur de nous, que ce soit individuellement ou collectivement. Parce que ce qui est conscient ne peut pas, comment dire, les mythes comme les contes et les légendes, ils permettent de dire des choses directement à l'inconscient, parce que si le conscient, pour beaucoup de personnes, s'ils entendent ça, c'est insupportable, donc ils ne veulent plus en entendre parler, ils bouchent les oreilles, ils bouchent le cœur, et puis c'est terminé. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion, on va dire, thérapeutique de faire comprendre des choses. Donc dans les mythes, ce langage spirituel, il passe beaucoup par la symbolique.